ma fille s'est effondrée sur le sol avant que quiconque autour de la table ne comprenne ce qui se passait. Une seconde, elle se tenait debout à côté de sa chaise, une main pressée à plat contre son ventre. L'instant d'après, elle s'est écroulée directement sur le carrelage du restaurant, comme si toute sa force vitale s'était soudainement éteinte en elle. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis ma mère a soupiré, elle n'a pas eu le souffle coupé. Elle n'a pas crié, elle a soupiré de ce bruit exact qu'elle faisait lorsqu'un serveur se trompait de boisson. Ah, mais ce n'est pas vrai, a dit Éléonore, posant sa fourchette comme si l'évanouissement de ma fille n'était qu'un contretemps gâchant sa soirée. Ma sœur Delphine s'est adossée à sa chaise, la bouche crispée par l'agacement plutôt que par la peur. Son mari, Thierry, a détourné les yeux, faisant défiler l'écran de son téléphone comme si rien ne venait de se passer à 1 mètre de lui. Leurs enfants ont ricané, murmurant le surnom qu'ils lançaient à Juliette depuis notre arrivée 2 jours plus tôt. La reine du drame. Je l'ai entendu. Juliette l'a entendu. Même en cherchant son souffle sur le sol, elle l'a entendu. C'était le genre de famille que nous avions toujours été. Pour comprendre comment nous en étions arrivés sur ce carrelage de restaurant, il faut comprendre ce qui s'était passé auparavant. Pas seulement cette semaine-là, mais des années de non-dits, s'accumulant silencieusement comme les intérêts d'une dette dont personne ne voulait admettre l'existence. J'étais là. Fille aînée, mais inexplicablement jamais la préférée. Delphine est privée de rivale 3 ans après moi, et dès l'instant où elle a su parler, mes parents ont réorganisé tout le foyer autour de ses humeurs. Si elle pleurait, la maison se taisait. Si je pleurais, on me disait de m'endurcir. À l'adolescence, ce schéma s'était cristallisé en une évidence que plus personne ne remettait en question. Les désirs de Delphine étaient des besoins absolus. Les miens étaient des caprices dérangeants. Lorsque je suis devenue mère célibataire à 24 ans, cette dynamique s'est encore accentuée. Mes parents ne le disaient jamais ouvertement, mais chaque visite laissait transparaître le même sous-entendu. Juliette et moi étions le mouton noir de l'album de famille, par ailleurs rempli du mariage de Delphine, de la maison de Delphine et des jumeaux de Delphine. J'ai appris à faire profil bas, à être présente pour les vacances, à sourire sur les photos de groupe, car l'alternative était d'en être purement et simplement effacée. Juliette a grandi bercée par ce même sentiment d'exclusion. Elle était assez perspicace pour remarquer les choses bien avant d'avoir le vocabulaire pour les nommer. Elle constatait que ses cousins recevaient des appels pour leur anniversaire, tandis qu'elle n'avait droit qu'à des SMS. Elle remarquait que la voix de sa grand-mère Éléonore changeait de ton selon le petit enfant à qui elle s'adressait. Elle le remarquait et s'y adaptait, comme le font les enfants, lorsque l'amour leur semble conditionnel. Elle est devenue plus réservée, plus prudente, s'excusant sans cesse pour des choses qui n'avaient jamais été de sa faute. La seule personne qui ne l'avait jamais fait se sentir de trop était ma grand-mère, Augustine. Augustine faisait parfois 4 heures de route, uniquement pour assister au spectacle de fin d'année de Juliette, alors que personne d'autre ne prenait cette peine. Elle appelait Juliette « la courageuse ». Et elle le pensait sincèrement, non pas comme un compliment banal, mais comme une qualité qu'elle avait réellement observée et qu'elle respectait chez elle. Augustine est décédée 2 ans avant ses vacances, et le peu de chaleur humaine qui restait dans notre famille s'est éteint avec elle. Alors, quand ma mère a annoncé le voyage d'été annuel cette année-là, la location d'un grand chalet au bord du lac d'Annecy, financé en grande partie par mon père, Jean-Pierre, comme une sorte de dernier moment de retrouvailles. Avant que les cousins ne soient trop grands pour les vacances en famille, j'ai failli refuser. Juliette m'a convaincue du contraire. Elle a préparé sa robe d'été jaune préférée sans même que je lui demande.
Elle voulait une belle photo. De nous deux au bord de l'eau, loin des poses artificielles des autres. J'y suis. Donc allez, bien que tout mon instinct me dictât de rester à la maison. Dès le petit déjeuner du premier matin, elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre. Doucement, prudemment, de cette façon dont parlent les enfants. Lorsqu'ils s'attendent déjà à ce qu'on se moque d'eux, maman, j'ai une drôle de douleur au ventre. Ma mère ne m'a même pas laissé le temps de répondre. Oh, s'il te plaît, ne commence pas déjà. Nous venons à peine d'arriver. Virginie. Delphine a ricané dans son café, elle cherche probablement à échapper à la promenade en bateau. Toujours aussi paresseuse. Les cousins ont immédiatement enchaîné, ricanant sous cap, reine du drame, reine du drame. Chantonnée presque comme une comptine enfantine, légère et désinvolte, de cette cruauté gratuite que les enfants apprennent en observant les adultes. Je me suis agenouillée près de la chaise de Juliette et lui ai demandé si elle préférait sauter la promenade pour se reposer au chalet. Elle a secoué la tête. Rapidement, ses yeux fixant nerveusement la table. Non, ça va. Je ne veux pas être celle qui gâche la sortie. Cette phrase est restée gravée en moi plus que tout autre événement de cette semaine-là. Ma fille de 14 ans, légèrement pliée en deux devant une assiette de crêpes intacte, avait plus peur d'être blâmée que d'avouer à quel point elle souffrait. La promenade en bateau a duré 3 heures. Juliette était assise vers l'arrière, un bras serré contre son estomac, ses lunettes de soleil masquant la majeure partie de son visage. J'étais assise à côté d'elle, lui demandant doucement toutes les 20 minutes si elle allait bien, recevant des hochements de tête de plus en plus faibles à chaque fois. À un moment donné, Thierry a fait une remarque sur le fait que certaines personnes ne rentabilisaient pas vraiment l'argent investi dans ce voyage, en regardant directement Juliette. Personne ne l'a repris. Au moment d'accoster, elle affichait une pâleur qui n'avait rien à voir avec de la crème solaire. De retour au chalet, Juliette a demandé si elle pouvait être dispensée de la randonnée de l'après-midi. Mon père n'a même pas levé les yeux alors qu'il laçait ses chaussures de marche, n'en rajoute pas, 3 mots. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer en entendant ces mots. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. Elle a baissé les yeux, comme elle le faisait toujours lorsqu'un adulte de cette famille décrétait que sa douleur n'était qu'une comédie, et elle a dit qu'elle viendrait finalement avec nous. J'aurais dû la prendre à part à ce moment précis et lui dire que nous restions en arrière, peu importe ce que les autres en pensaient. Je ne l'ai pas fait. Je me suis convaincue que c'était pour préserver la paix familiale. Je me suis dit qu'une heure de plus ne changerait rien. Pourtant, cela a tout changé. Lorsque nous avons atteint le point de vue, Juliette avançait bien plus lentement que le reste du groupe, se laissant distancer de plus en plus malgré mes efforts pour régler mon pas sur le sien. Delphine s'en est rendue compte et s'est exclamée par-dessus son épaule, assez fort pour que tout le sentier l'entende. Si quelqu'un ne s'était pas enfilé 3 crêpes ce matin, elle arriverait peut-être à suivre le rythme. Les cousins ont éclaté de rire. Thierry n'a rien dit, ce qui s'apparentait à un acquiescement tacite. Ma mère a simplement continué à marcher comme elle le faisait toujours lorsque quelque chose de gênant se passait autour d'elle, utilisant la marche en avant comme un moyen de nier la réalité. Je suis restée en arrière avec ma fille. Je lui ai dit de prendre tout son temps. Elle s'est excusée auprès de moi à 3 reprises pour avoir ralenti tout le monde, et chaque excuse ouvrait une brèche un peu plus douloureuse dans ma poitrine. Au point de vue, pendant que tout le monde posait pour les photos, Juliette s'est assise sur un rocher à quelques mètres de là, refusant d'apparaître sur le cliché car, selon ses propres mots, je ne veux pas gâcher la photo en ayant l'air malade. De toute façon, personne ne lui a demandé de les rejoindre.
La photo a été publiée sur la page d'Éléonore dans leur Kia. Suivi, avec pour légende, une journée de famille idéale, sans que Juliette n'apparaisse nulle part à l'écran. Au dîner ce soir-là, elle se tenait à peine assise sur sa chaise. Le restaurant était bruyant, les verres de vin trinquaient, Delphine racontait une énième histoire sur la promotion de Thierry, mes parents riant aux moments opportuns. Car c'est ce qu'on faisait toujours pour Delphine. Juliette était assise à côté de moi, silencieuse, des perles de sueur perlant à la racine de ses cheveux. Malgré la climatisation, le visage aussi blanc que la serviette posée sur ses genoux. Je me suis penchée vers elle. Juliette, parle-moi. À quel point as-tu mal? Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement levée, a vacillé une fois. Puis s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé trop vite pour paraître réel. J'étais à terre avec elle avant même d'avoir réalisé que je m'étais levée. Un serveur a écarté les chaises pour libérer de l'espace. Quelqu'un a dit qu'on appelait les secours. Ma mère parlait encore, sa voix perçant le chaos avec cette même irritation habituelle. C'est exactement le genre de spectacle qu'elle adore donner. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas la force mentale. J'avais la main posée sur le front de ma fille, lui disant de respirer. Regardant ses yeux s'agiter et perdre leur mise au point, sentant quelque chose en moi devenir glacial et immobile. À l'hôpital, la lumière était trop crue et l'attente semblait interminable. Les infirmières posaient des questions, je répondais en mode automatique. Les médecins ont ordonné des examens. On a emmené Juliette pour de l'imagerie tandis que je restais assise sur une chaise en plastique, serrant mon téléphone portable comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de rester droite. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion de la famille. Nous sommes à l'hôpital. Appelez-moi, s'il vous plaît. Aucune réponse. J'ai écrit de nouveau. 40 minutes plus tard. Rien. 1 heure s'est écoulée. Puis une autre. Je me disais qu'il devait être simplement distrait, que quelqu'un finirait bien par remarquer le silence sur la conversation et demanderait ce qui se passait. J'ai appelé ma mère directement. Le téléphone a sonné 2 fois avant de tomber sur sa messagerie. J'ai rappelé 10 minutes plus tard. Même résultat. J'ai actualisé mon écran si souvent que sa luminosité semblait s'être gravée dans mes yeux. C'est alors que je l'ai vu. Ce n'était pas un SMS, mais une publication. Au bord de la piscine, sous un ciel de début de soirée d'un bleu azur, vert levé, mes parents et toute la famille de Delphine souriaient à pleines dents. Comme si la soirée n'avait fait que s'améliorer après notre départ. Éléonore tenait l'un de ses petits-enfants par l'épaule. Jean-Pierre riait aux éclats. Delphine avait ses lunettes de soleil relevées dans les cheveux, affichant un air détendu qu'elle n'avait jamais en présence de Juliette. La légende disait. Enfin un peu de calme et de tranquillité sans histoire. La meilleure soirée du séjour, en toute franchise. Déjà 41 commentaires. La plupart provenaient d'amis de la famille qui ajoutaient des émojis hilars, quelques-uns demandant ce qu'ils avaient manqué. Delphine avait répondu à l'un d'eux. Disons simplement que le dîner est devenu beaucoup plus paisible après le départ d'une certaine personne. J'ai fixé cet écran jusqu'à ce que mes mains se mettent à trembler de manière incontrôlable. Ma fille se trouvait quelque part au bout d'un couloir d'hôpital, examinée pour cette douleur dont il s'était moqué pendant 2 jours consécutifs. Et eux, ils trinquaient à son absence en temps réel, s'identifiant les uns les autres, s'amusant dans les commentaires du fait que le repas était tellement plus calme. J'avais envie de hurler. Je voulais retourner dans ce restaurant et leur lire cette légende à haute voix, bien en face. Au lieu de cela, un grand calme s'est installé en moi, d'une manière que je ne comprenais
Pas encore tout à fait. Ce n'était pas de l'anesthésie, c'était de la concentration. Le médecin est sorti 2 heures plus tard et a prononcé le mot qui a failli me faire fléchir les genoux, appendicite. Elle n'avait pas encore rompu. C'était notre seule chance, mais elle en était si proche qu'il fallait l'opérer cette nuit même. Il m'a expliqué la situation avec pragmatisme, si nous avions attendu ne serait-ce que quelques heures de plus, l'issue aurait pu être bien différente. Je l'ai remercié, puis je suis restée assise seule dans ce couloir pendant un long moment, songeant à ces 3 mots, n'en rajoute pas. Je me suis installée au chevet de ma fille après son retour du bloc opératoire, observant sa poitrine s'élever et s'abaisser sous la fine couverture de l'hôpital, et j'ai senti 14 années de peur héritée se cristalliser pour former une résolution totalement nouvelle. Ce n'était pas seulement une mauvaise soirée isolée. C'était simplement l'illustration la plus flagrante d'une vérité qui avait toujours existé. Mes parents m'avaient toujours traité comme l'erreur de la famille. Delphine avait toujours été celle qu'ils protégeaient, encensaient et excusaient pour tout, qu'il s'agisse de dépassement d'horaire, de couvre-feu ou de cette conduite en état d'ivresse que personne n'évoquait. Jamais pendant les fêtes de fin d'année. J'avais accepté cela en silence pendant plus de 3 décennies parce que, sincèrement, j'ignorais qu'il existait une autre option. Mais assise dans cette salle de réveil, à regarder ma fille respirer à l'aide d'un masque à oxygène pendant que ses grands-parents publiaient des photos de vacances, j'ai compris qu'il y avait toujours eu une autre option. Je n'avais simplement jamais été assez courageuse pour la saisir. Ma propre grand-mère, Augustine, avait décelé chez Juliette une force que personne d'autre dans cette famille n'avait pris la peine de chercher. Elle l'appelait toujours « la courageuse », et pour elle, c'était le plus grand des compliments. Augustine est partie il y a 2 ans, et dans le tumulte des funérailles, il avait été beaucoup question de bijoux, d'albums photos et de la répartition de son service de table en porcelaine. Presque personne n'avait parlé du chalet au bord du lac d'Annecy, celui que mes parents avaient tranquillement continué à occuper comme s'il leur appartenait depuis lors. Ils y organisaient les fêtes, publiaient des photos depuis le ponton, se comportant comme si la propriété leur était revenue par défaut. Ce qu'ils avaient opportunément oublié, ou qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire attentivement, c'était qu'Augustine ne leur avait pas dû tout léguer cette maison. Elle l'avait placée dans un trust familial dont j'étais l'administratrice légale. Je ne l'avais pas fait valoir. En partie par culpabilité, en partie par un reste d'espoir que les choses finiraient par s'adoucir entre nous si je continuais à me montrer patiente, à venir aux réunions de famille et à les laisser disposer du chalet comme s'il était le leur. Je m'étais dit qu'appliquer les clauses du trust ne ferait qu'élargir un fossé qui semblait déjà trop grand pour être comblé. Cet espoir s'est éteint à la seconde même où j'ai lu cette légende sur les réseaux sociaux. Tandis que Juliette se remettait de l'anesthésie dans un lit d'hôpital à des centaines de kilomètres de chez nous, je n'ai appelé ni ma mère, ni ma sœur. J'ai appelé Maître Castellane, la notaire qui s'occupait de la succession d'Augustine depuis le début. Ma voix n'a pas tremblé une seule fois. Je lui ai raconté l'incident du restaurant, la randonnée, les années passées à être qualifiée de capricieuse alors qu'elle subissait des souffrances réelles. Et cette publication qui rendait enfin impossible d'ignorer la dynamique de notre famille. Je lui ai dit que j'avais fini d'attendre que l'un d'entre eux fasse preuve de la plus élémentaire décence. Elle a sorti les documents du trust pendant que j'étais assise dans cette salle d'attente. Les conditions d'Augustine avaient toujours été extrêmement précises. Le chalet du lac revenait à son arrière-petite-fille sous forme de trust, administré par mes soins jusqu'à la majorité de Juliette, avec une totale liberté de décision quant à son occupation. Entre-temps, mes parents avaient signé les documents de succession lors des funérailles sans lire au-delà du résumé des biens,
trop distraits par le partage des petits objets de valeur pour remarquer ce qu'ils acceptaient réellement. Maître Castellane m'a posé une dernière question avant de raccrocher, êtes-vous bien sûr? Une fois la procédure lancée, il n'y aura pas de retour en arrière possible sans faire de vagues. J'ai repensé à la publication. J'ai repensé à ce « n'en rajoute pas ». J'ai pensé à chaque fête de Noël où Juliette avait dû s'asseoir seule à la table des enfants parce que personne n'avait pris la peine de lui faire une place au côté de ses cousins. J'en suis tout à fait sûre, ai-je répondu. Lorsque Juliette a pu sortir de l'hôpital 4 jours plus tard, marchant lentement mais d'un pas assuré en s'appuyant sur mon bras dans l'aéroport, les documents officiels étaient prêts. Une mise en demeure formelle d'exécution du trust, 30 jours pour libérer le chalet du lac. Un transfert complet des droits d'occupation selon les conditions réelles posées par Augustine, celles que personne dans ma famille n'avait pris la peine de relire. Je n'ai pas téléphoné pour les prévenir. Je n'ai envoyé aucun message d'avertissement. Une fois Juliette bien installée et se reposant confortablement chez nous sous la surveillance de notre voisine, j'ai pris la route pour Annecy. Je suis entrée dans le chalet à l'aide d'un double des clés qu'Augustine m'avait confié des années auparavant, et j'ai déposé l'enveloppe bien en évidence au milieu de la table de la cuisine. Puis je me suis assise en face et j'ai attendu. 3 jours plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Le bruit de valises roulant sur le parquet a résonné. Delphine a ri la première, d'un rire sonore et insouciant, encore rayonnante de vacances qui avait coûté sa santé à ma fille. Et qui avait failli se solder par une rupture de l'appendice dans un service d'urgence inconnu. Mes parents sont entrés, bronzés et reposés, affichant cette attitude indubitable des gens qui s'imaginent avoir triomphé simplement pour avoir survécu à un léger désagrément. C'est alors qu'ils m'ont vu, assise à leur table. Puis leurs yeux se sont posés sur l'enveloppe. Le sourire de ma mère s'est effacé en premier. Mon père s'est figé au milieu d'eux. La pièce, ses clés encore à la main. Les yeux de Delphine se sont rétrécis, inspectant les lieux comme si elle cherchait déjà un angle d'attaque. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» m'a-t-elle demandé. Je l'ai fixé calmement. « Lis-le. » Le silence s'est fait dans la cuisine, seulement troublé par le ronronnement du réfrigérateur et le bruissement du papier sous les doigts de ma mère. Elle s'est saisie de la feuille, a parcouru la première ligne, et l'incompréhension sur son visage a fait place à une incrédulité totale. « C'est la maison de maman », a dit Éléonore, la voix montante, faisant référence à Augustine. « Ce n'a jamais été votre maison », ai-je répondu posément. « Grand-mère l'a placée dans un trust au bénéfice de Juliette il y a 9 ans. Vous avez signé les documents lors de l'enterrement qui le confirment. Vous n'avez simplement pas lu au-delà du paragraphe indiquant à qui revenait la porcelaine. » Jean-Pierre a arraché la lettre de ses mains, lisant rapidement, la mâchoire se contractant à chaque ligne. « Tu ne peux pas débarquer comme ça et... » « Je ne fais rien du tout », ai-je coupé. Maître Castellane applique les dispositions du trust qui était resté inactif simplement parce que je l'avais permis. Cela prend fin aujourd'hui. La voix d'Éléonore s'est brisée, oscillant entre la colère noire et la sidération, pour une publication. Tu fais tout ça pour une simple publication sur Facebook. J'ai failli rire, mais je me suis abstenue. Non, ai-je rétorqué. Je fais cela parce que ma fille s'est effondrée sur le carrelage d'un restaurant et que vous 4 l'avez traitée de comédienne pendant qu'elle luttait pour respirer par terre. Je fais cela parce que, pendant qu'elle subissait une opération chirurgicale, vous trinquiez au fait que votre dîner était plus paisible sans elle. Cette publication n'a fait que confirmer ce que je savais déjà sur chacun d'entre vous. Vous n'aurez plus ce chalet. Vous ne viendrez plus jouer là.
Comédie de la famille idéale dans un endroit qui ne vous a jamais légalement appartenu. Le calme de Delphine s'est brisé à son tour, elle exagère. Elle a toujours été excessive. Elle fait ça pour attirer l'attention. Elle a une cicatrice de chirurgie qui prouve le contraire, ai-je rétorqué. As-tu autre chose à faire valoir qu'une simple légende de photo? Personne n'a répondu. Thierry, resté muet jusque-là, a fini par intervenir. Virginie, écoute. On peut en parler entre adultes. C'est exactement ce que nous faisons, ai-je dit. Les adultes lisent les documents officiels avant de les signer. Les adultes prennent des nouvelles de leur famille au lieu de mettre un groupe de discussion en sourdine pour publier des photos au bord de la piscine. Je me contente d'agir en adulte puisque personne d'autre dans cette pièce n'en a été capable. Je me suis levée, j'ai lissé ma veste et j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle, ma mère agrippée au comptoir comme s'il pouvait l'empêcher de vaciller. Mon père relisant la lettre dans l'espoir que les mots changent à la seconde lecture, ma sœur cherchant toujours une issue qui n'existait plus. Vous avez 30 jours, ai-je conclu. Le numéro de maître Castellane figure sur la seconde page si vous souhaitez contester cette décision. Je vous déconseille toutefois de gaspiller votre argent. Je suis sortie sans jamais avoir élevé la voix. Certaines vérités n'ont pas besoin de fracas pour porter. Elles exigent seulement d'être énoncées. Formulées avec calme par quelqu'un qui a enfin cessé de demander la permission de protéger son propre enfant. Juliette m'attendait dans la voiture, encore pâle et convalescente, une couverture sur les épaules pour se protéger de la fraîcheur savoyarde. Elle m'a regardé m'installer, a observé ma main ferme sur le volant, et m'a posé là. Seule question qui lui importait vraiment, tout va bien, maman? Je me suis penchée vers elle pour lui serrer la main, cette même main qu'elle avait serrée dans la mienne sur son lit d'hôpital quelques jours plus tôt. Tout va bien. Mieux que ça, lui ai-je dit. Nous sommes enfin libres. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Ma mère m'a appelé à 2 reprises, à chaque fois pour contester plutôt que pour s'excuser. Mon père a envoyé un courriel très formel pour demander s'il y avait matière à un compromis, ce à quoi maître Castellane a répondu en mon nom par une seule ligne. Les conditions du trust n'étaient pas négociables. Delphine m'a envoyé un message au milieu de la nuit pour m'accuser d'utiliser l'hospitalisation de ma fille comme un prétexte afin de me venger de la famille pour des injustices qu'elle qualifiait d'imaginaires. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. J'avais passé 36 ans à me justifier auprès de personnes qui ne m'avaient jamais accordé cette même courtoisie. 6 mois plus tard, Juliette choisissait de nouveaux rideaux pour le chalet sa maison désormais, conservée au sein du trust jusqu'à ses 18 ans avec une clause que maître Castellane avait ajoutée à ma demande, tout membre de la famille se montrant cruel à son égard perdait définitivement tout droit de visite sur la propriété. Mes parents ont tenté de contester la validité du trust. Une fois leur avocat a examiné les documents originaux d'Augustine et a discrètement abandonné la procédure en moins d'une semaine. Delphine m'a envoyé un ultime message de fureur me traitant de personne rancunière et froide. Je n'ai jamais répondu. Certains messages ne méritent aucun retour. Seul un silence. Assez éloquent pour parler de lui-même. Juliette s'est complètement rétablie. Sa cicatrice s'est estompée lentement au fil des mois. Ce qui ne s'est pas effacé, c'est l'expression de son visage le premier matin où nous nous sommes réveillés ensemble dans ce chalet. Rien que toutes les deux. La douce lumière du jour traversant des fenêtres qui lui appartenaient enfin, de manière légale et incontestable. Elle se tenait debout devant le comptoir de la cuisine ce matin-là, ce même comptoir où j'avais déposé l'enveloppe qui avait tout changé. Et elle m'a posé une question à laquelle je
Repense encore souvent, pourquoi grand-mère Augustine n'a-t-elle pas dit à tout le monde que la maison était à moi? J'ai réfléchi un long moment avant de lui répondre, parce qu'elle savait que la véritable protection ne s'affiche pas avec fracas. Elle attend sagement dans l'ombre le moment précis où l'on en a le plus besoin, et elle se manifeste quand vous ne pouvez plus être atteinte par leur méchanceté.